Donc, je vous rappelle que dans la première partie, donc, on a étudié donc l'architecture web J2E et principalement donc on a vu comment créer une application web J2E basée sur les composants Servlet JSP et également qui respecte le pattern MVC. Donc, ça c'est en quelque sorte ça c'est la première partie. Mais également, on a vu comment faire l'accès aux bases de données, notamment, et comment faire le mapping objet relationnel. Donc, ça, c'est les éléments qui ont été faits avant. Alors, donc, a priori, donc, dans la première partie, donc, vous savez déjà comment développer une application web J2E sans utiliser les frameworks. Donc, ce qui fait dans la deuxième partie, nous allons commencer à étudier donc, les frameworks qu'on peut utiliser pour développer une application web J2E. Ben, ça tombe bien pour vous parce que c'est une nouvelle partie du cours, donc a priori, donc, ça devrait pas te poser de problème c'est-à-dire faire la suite. Donc c'est une nouvelle partie. Alors pour vous parler donc il y a l'un des principes les plus importants dans l'architecture J2E, notamment, c'est ce que nous appelons le principe de l'inversion de contrôle, ou bien ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Alors, l'inversion de contrôle, l'injection des dépendances, ce sont deux concepts qui sont très importants et que je vais essayer donc de vous expliquer aujourd'hui donc à travers cette démonstration ou bien ce cours. Alors, pour vous expliquer donc ce principe de l'inversion de contrôle ou bien l'injection des dépendances, je dois tout d'abord vous rappeler quelles sont les exigences d'un projet informatique d'une manière générale. Alors, quand vous développez un projet informatique, c'est-à-dire une application, vous allez vous poser la question quelles sont les exigences. Et quand vous cherchez les exigences, vous allez, en principe, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les exigences fonctionnelles. Alors, les exigences fonctionnelles, finalement, c'est quoi? C'est les fonctionnalités de l'application. Quelles sont les différentes fonctionnalités que doit offrir l'application? Mais en plus, généralement, les exigences fonctionnelles relèvent du métier. Donc, ce qui fait la différence entre un projet et un autre, c'est les exigences fonctionnelles. Parce qu'à un moment donné, vous travaillez une application qui permet de faire la gestion scolaire. Après, vous faites la gestion de la médecine. Et après, vous êtes dans l'aviation. Après, vous êtes dans un métier dans l'électricité, etc. Donc, ça veut dire que d'un projet à l'autre, vous changez de métier. Et quand vous changez de métier, il y a un processus métier, il y a des exigences fonctionnelles. Donc, ça, c'est si vous voulez, au niveau des projets, ce qui fait la différence entre un projet et un autre, généralement, c'est ça. C'est les exigences fonctionnelles. Mais tous les projets ont des exigences communes. C'est-à-dire, dans n'importe quel projet, vous aurez toujours un certain nombre d'exigences que vous allez retrouver toujours. C'est ce que nous appelons les exigences techniques. Alors, justement, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'il y a dans les exigences techniques, qu'est-ce qu'il y a dans les exigences fonctionnelles. Alors, donc bon, c'est ce que je viens de dire. Au niveau des exigences fonctionnelles, donc l'application doit satisfaire d'abord les besoins fonctionnels, c'est-à-dire les besoins métiers de l'entreprise. Je vous donne juste un exemple. Si je veux créer une application qui permet de faire la gestion bancaire, alors vous allez dire l'application doit permettre de faire quoi? L'application doit permettre d'effectuer des versements, d'effectuer des retraits, des virements. Alors, les versements, les retraits, les virements, c'est quoi? C'est les fonctionnalités, c'est les spécifications fonctionnelles. Alors, généralement, quand vous faites la conception, quand vous faites l'analyse de votre projet et quand vous allez concevoir, donc forcément, vous utilisez UML. Et quand vous utilisez UML, le premier diagramme que vous créez généralement, c'est use case, n'est-ce pas? Les diagrammes use case. Alors, quand vous créez un diagramme cas d'utilisation, justement, vous êtes en train de chercher les fonctionnalités de votre système. C'est-à-dire, vous dites, l'application doit permettre de faire quoi? Et quels sont les différents acteurs qui peuvent utiliser cette application? Alors, forcément, donc ça, c'est une partie donc, qui concerne donc, le besoin fonctionnel, on y reviendra. Mais en plus des besoins fonctionnels qu'il faut satisfaire, il y a ce qu'on appelle le besoin technique, les exigences techniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les exigences techniques? Il y a pas mal de choses. Généralement, c'est dans ces exigences techniques que en fait, c'est ces exigences techniques qui posent généralement des problèmes pour les développeurs parce que ça demande une maîtrise technique qui est importante. Alors, parmi ces exigences techniques, on va trouver plusieurs.
Donc, il y a d'abord un grand problème qui est posé pour les applications d'entreprise, c'est les performances. Alors, en plus que votre application doit répondre aux besoins fonctionnels, mais on vous dit que l'application doit être performante. Alors, ça veut dire que l'application doit être performante. Ben, ça veut dire d'abord, il y a la notion de temps de réponse. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, quelles que soient les contraintes, l'application doit répondre rapidement. Alors, forcément, quand vous êtes sur une application comme Facebook, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui sont connectés, vous allez vers l'application et elle répond rapidement. Alors, forcément, on va dire que c'est une application qui est performante. Alors, au niveau des performances, il y a un problème qui représente la bête noire pour les entreprises. C'est ce que nous appelons le problème de montée en charge. Alors, c'est quoi ce problème de montée en charge? Vous avez une idée? Alors, le problème de montée en charge, donc c'est un problème qui est posé quand les performances se dégradent une fois que le nombre d'utilisateurs augmente. Alors, autrement dit, donc vous développez votre application, vous avez par exemple l'application que vous avez développée la dernière fois, vous l'avez développée, vous l'avez testée dans votre machine, ça marche. Alors vous dites au niveau fonctionnel, l'application fonctionne bien. Et quand vous la mettez en production dans un vrai serveur, à un moment donné, quand il y a par exemple quelques utilisateurs, 1, 2, 3, une dizaine d'utilisateurs qui sont connectés, l'application a priori donc il n'y a pas de problème. Mais quand le nombre d'utilisateurs simultanés, quand il y a la charge, la montée en charge, quand le nombre d'utilisateurs augmente, quand le nombre d'utilisateurs est très important, alors qu'est-ce qui se passe généralement? Alors ce qui se passe, c'est que le serveur commence à créer beaucoup d'objets en mémoire, il commence à effectuer beaucoup de traitements, et à un moment donné, la mémoire du serveur devient saturée, et du coup, donc, l'application devient trop lente. Et même le serveur d'application devient trop lent. Et du coup, donc, quand vous cliquez sur un bouton, vous attendez par exemple beaucoup de temps pour avoir la réponse. Alors, le problème, est-ce que c'est un problème fonctionnel? Non, ce n'est pas un problème fonctionnel. Donc ça, c'est un problème de performance. Et principalement, c'est un problème de montée en charge. Alors, je vous rappelle juste un exemple. Rappelez-vous, donc ça fait quand même quelques années, 2, 3, 4 ans, quand vous attendez vos résultats de baccalauréat, n'est-ce pas? Alors que la journée, tout le monde est connecté vers le site du ministère pour avoir les résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous cherchez, vous êtes dans l'application, vous cliquez sur le bouton, vous saisissez votre code et vous attendez beaucoup de temps pour avoir la réponse. Alors ici, donc ça, c'est quoi ça? C'est un problème de performance. Et principalement, c'est un problème de montée en charge. Parce que si le nombre d'utilisateurs n'est pas important, l'application fonctionne bien. Mais par contre, donc si une application est bien conçue, si elle est bien développée et si elle est bien déployée. Généralement, c'est un problème de serveur. Non, on y arrivera. Donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alors si l'application est bien conçue, si elle est bien développée et si elle est bien déployée, on va parler de 3 choses. Alors, si vous avez des défauts de conception dans l'application, si vous avez mal conçu votre application, parce qu'on va voir, donc il y a des bonnes pratiques, des bonnes pratiques au niveau de la conception qu'il faut respecter, ou bien si vous avez mal développé l'application, c'est-à-dire les techniques que vous avez utilisées pour développer ne sont pas de bonne qualité, ou bien si vous avez mal déployé l'application. Alors, quand vous dites déployer, est-ce que vous utilisez un serveur, ou bien plusieurs serveurs, plusieurs machines? Est-ce que vous avez un cluster? Est-ce que vous avez plusieurs architectures, si vous avez une architecture distribuée derrière, etc. Donc, généralement, si vous voulez régler le problème de performance, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, déjà, ça commence par la conception, ensuite le développement, mais après également le déploiement. Donc, justement, votre collègue vient de dire, c'est un problème de serveur, parce que parfois on croit que c'est juste un problème de performance du serveur. On va dire, on va augmenter la mémoire, la capacité mémoire, on va augmenter les performances et après on règle le problème. Non. Le fait d'augmenter les performances du serveur, ça ne résout pas le problème de montée en charge. Parce que vous savez que quand une application démarre, elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, si par exemple votre application crée beaucoup d'objets en mémoire qui ne sont pas détruits, et si votre application crée des objets n'importe comment,
alors forcément, quelle que soit la capacité mémoire de votre serveur, à un moment donné, sera saturé. Donc, ce qui fait qu'il y a des bonnes pratiques qu'il faut utiliser au niveau, donc, au niveau, bien sûr, de la conception de l'application. Vous suivez jusqu'à présent? Alors, donc, ici, quand on parle du problème de montée en charge, il faut aller vers ce qu'on appelle les architectures distribuées scalable. Scalable, la scalabilité, si vous voulez, c'est quoi? C'est que plus le nombre d'utilisateurs augmente, c'est-à-dire plus il y a la charge, le nombre d'instances, le nombre de machines vont augmenter, c'est-à-dire au niveau du serveur. Ce n'est pas le nombre d'objets, c'est plus que ça, c'est que votre application, vous pouvez la déployer en plusieurs instances, vous pouvez la déployer dans plusieurs machines. Alors, vous pouvez utiliser un seul serveur quand vous utilisez plusieurs serveurs. Alors, forcément, quand vous dites scalable, ça veut dire que plus il y a la charge, il y a un mécanisme qui fait que côté backend, côté serveur, bien sûr, il y a des machines qui démarrent, il y a des nouvelles instances qui démarrent de l'application qui permettent de soulager le problème de montée en charge. Alors, ce terme utilisé, c'est scalable. Scalable. Une architecture scalable, c'est comme ça, c'est une architecture élastique. Ça veut dire que plus il y a la charge, plus il y a des nouvelles machines qui démarrent. Alors, bien sûr, si vous cherchez ce qui se passe chez Google ou chez, par exemple, je prends juste l'exemple de Google, mais c'est pareil pour toutes les architectures, c'est-à-dire qui sont très sollicitées, c'est que le nombre de machines qui sont derrière sont énormes. C'est des milliers, c'est des milliers de machines qui participent à l'exécution des tâches. Là, il dit que donc, même le nombre de machines qui sont engagées donc, dépendent bien sûr de la charge. Donc, ça ne sert à rien d'engager 100 000 machines alors que le nombre d'utilisateurs simultanés sont que 5 ou 6. Oui. Donc, c'est-à-dire que le nombre de ressources que je vais engager, le nombre de machines qui sont engagées pour faire les traitements côté serveur dépendent du nombre d'utilisateurs. Alors ça, c'est un facteur de performance. Alors il y a également, donc, dans le problème des performances, il y a un autre problème qui est souvent posé, c'est le problème d'équilibrage de charge. Alors on vient de voir que pour résoudre le problème de performance, il faut augmenter le nombre de machines, n'est-ce pas? Alors vous avez plusieurs machines, mais après, par la suite, il faut que les machines participent au travail d'une manière équilibrée. C'est-à-dire, on ne va pas solliciter uniquement une seule machine, mais il y a ce qu'on appelle des systèmes d'équilibrage de charge qui font que, en fait, on va utiliser l'ensemble des machines en fonction des performances de chaque machine. Alors, si vous avez un serveur qui est très puissant et si vous avez en même temps une machine qui est moins puissante, alors il est clair que le nombre de tâches que je vais affecter à la machine qui est puissante n'est pas le même nombre de tâches que je vais affecter à la machine qui est moins puissante, si vous voulez. Donc, il y a un système d'équilibrage de charge qui est généralement utilisé pour régler ce problème de comment répartir la tâche. Alors, vous êtes là, je vous distribue des tâches, mais si je vois qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est plus rapide que les autres, ben, de toute façon, je vais lui donner je vais plus le solliciter. C'est exactement. Et du coup, donc, pour régler ce problème-là, sachez que dans les architectures généralement distribuées, on parle toujours de ce problème d'équilibrage de charge. Il faut équilibrer la charge entre les serveurs. Il y a également un autre terme qui est utilisé au niveau donc du calcul de haute performance ou bien du système distribué, c'est le problème de tolérance aux pannes. Alors, une bonne architecture, c'est une architecture qui est tolérante aux pannes. Ça veut dire que s'il y a un serveur qui tombe en panne, l'application ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a une autre machine qui va prendre la relève. Alors, si vous réglez tous ces problèmes-là, vous dites tout simplement que vous avez une application qui est performante. Alors, même au niveau des performances, ce n'est pas quelque chose on va dire, de binaire. C'est soit performant, soit pas performant, mais le degré de performance, il est mesuré. Vous dites par exemple, le degré de performance, il est à 80%, à 90%, il est à 100%. Bon, 100% n'existe jamais parce qu'il y a toujours quelque part, c'est-à-dire des contraintes auxquelles ne doivent pas répondre, bien sûr, les architectures. Mais ça, c'est deux points importants. Alors donc, quand on parle des exigences techniques, il y a un problème qui va toujours sortir, qui va toujours s'imposer comme contrainte énorme, c'est le problème des performances. Alors dans ces problèmes de performance, il faut garder trois termes.
le temps de réponse, le problème de montée en charge, l'équilibrage de charge et tolérance au panne. Donc, moi, les mots techniques qu'il faut retenir dans ce domaine du calcul de haute performance, si vous voulez, d'une manière générale. Alors, mais dans les exigences techniques, il n'y a pas que la contrainte de performance. Il y a d'autres contraintes. Parmi les autres contraintes qu'il faut satisfaire, il y a le problème de maintenance. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Alors généralement, on vous dit souvent que l'application doit être facile à maintenir. Parce que quand vous développez une application, quand vous la mettez en production, votre travail ne s'arrête pas parce que dans l'application, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des bugs, il y a des choses à corriger. Mais si votre application est mal conçue, ou bien si elle est mal développée, vous aurez beaucoup de problèmes au niveau de la maintenance. Pour maintenir l'application, ça va vous coûter trop cher. Mais si vous avez bien conçu l'application, vous l'avez bien développée, au niveau de la maintenance, ça devient très simple. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir généralement, dans les bonnes pratiques de développement, il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle des principes de conception qu'il faut respecter. Alors, parmi lesquels il y a ce terme-là, une application doit être fermée, doit évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'une application qui n'évolue jamais, qui n'évolue pas, meurt. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, toutes les applications que vous utilisez, vous utilisez des versions, la version 1.0, 1.5, 1.6, etc. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les éditeurs de logiciels, ils savent pertinemment qu'au bout de chaque 6 mois, il faut réactualiser le logiciel, il faut améliorer, parce qu'il doit s'adapter aux nouveaux changements, il doit battre la concurrence, etc. etc. Ben, donc, les applications sont faites pour évoluer. Alors maintenant, le problème, ça on le sait, mais à quel prix? Alors, pour faire évoluer une application, il y a une phrase qui est très importante, et aujourd'hui que nous allons vous expliquer comment la mettre en œuvre. On vous dit qu'une application doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce qui se cache? Alors, on vous dit l'application fermée à la modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exactement, c'est au niveau du code source. Ça veut dire que pour pouvoir modifier, mettre à jour une application, on vous dit qu'il ne faut pas toucher le code source. Alors, une application fermée à la modification, c'est une application dont on n'a pas besoin du code source pour faire évoluer l'application. Alors, pour vous, c'est un problème, n'est-ce pas? Alors, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, c'est que pour faire évoluer une application, c'est d'aller modifier dans le code source, n'est-ce pas? Mais quand vous commencez à maintenir une application en modifiant le code source de votre application, alors sachez que c'est une mauvaise, si vous voulez, conception, c'est une mauvaise application. Une bonne application, c'est une application que vous pouvez faire évoluer sans modifier le code source. Et dans ce cas-là, on peut parler de ce qu'on appelle l'application est fermée à la modification. On n'a pas besoin de toucher le code source. Mais si vous voulez faire évoluer l'application alors qu'elle est fermée à la modification, c'est quoi la solution? Elle est là, c'est ouverte à l'extension. Ça veut dire que si je veux modifier des choses, si je veux ajouter des choses, je vais ajouter ce qu'on appelle des extensions. Je ne touche pas le code source de l'application, de l'ancienne application, mais je vais ajouter de nouvelles extensions. Alors, vous entendez parler des plugins, n'est-ce pas? Alors, parfois, vous installez un logiciel, comme par exemple, juste pour faire plus simple, vous prenez par exemple Google Chrome, un navigateur, à un moment donné, vous dites, je vais installer une extension, ou bien je vais installer un plugin, n'est-ce pas? Alors, quand vous installez un plugin ou bien une extension, est-ce que vous faites évoluer l'application? Oui. Vous faites évoluer l'application. L'application a évolué parce que vous venez d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Ou bien vous venez de corriger une ancienne fonctionnalité. Mais est-ce que vous avez touché le code source? Non. Alors, vous voyez bien, au niveau du génie logiciel, il est bien possible de faire évoluer une application sans toucher le code source. C'est quoi la solution? C'est les extensions. C'est bon? Alors, la question que je vous pose maintenant, pourquoi c'est pas bien de toucher le code source d'une application? Quel est le problème qui est posé quand vous maintenez une application en modifiant le code source? Monsieur, on veut changer, par exemple, cette partie,
peut-être qu'on doit changer d'autres parties, alors ça va coûter un peu. Alors, votre collègue, il dit que, par exemple, quand on va modifier parfois une partie, on fait une modification dans le code source d'une partie, ça va nous obliger de modifier dans d'autres parties de l'application. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes de régression. Les problèmes de régression, ça veut dire que une modification peut entraîner des temps de modification. Ça, c'est un problème. D'autres problèmes. On doit arrêter si l'application est en ligne, on doit l'arrêter pour. Alors, si l'application c'est-à-dire tourne à chaud, c'est-à-dire s'il est en cours d'exécution, on est obligé de l'arrêter parce qu'on a besoin de recompiler l'application, de la redéployer, etc. Ça, c'est également un autre problème. Alors, plein de problèmes. Si parfois, au niveau quand vous modifiez le code source, parfois vous voulez corriger un problème, mais vous créez d'autres problèmes, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Il faut vous oublier un point qui est très important. N'oubliez pas, je vous donne juste l'exemple. Supposons que vous venez d'être embauché par une entreprise. Et on vous dit que, voilà, il y a une application qui a été déjà développée auparavant, n'est-ce pas? Par quelqu'un, bon, etc., ou bien par une équipe, et que cette personne n'est plus là. Donc votre tâche, c'est de maintenir l'application, parce que dans l'application, il y a des bugs, il y a des choses à améliorer. Et du coup, donc vous aurez besoin de maintenir cette application. Alors, c'est quoi votre travail? Alors, votre travail, c'est d'abord, vous allez prendre des centaines de lignes de code source de l'application. Il faut passer déjà beaucoup de temps pour comprendre la logique de l'application. Une fois que vous aurez compris, donc, c'est-à-dire la logique de l'application, peut-être vous y passez 1 mois, 2 mois de travail forcé, on va dire, à comprendre ça. Vous commencez à faire la maintenance, à modifier du code. Et quand vous faites des modifications, vous commencez à supprimer des choses, à mettre des commentaires et à écrire du nouveau code selon votre vision. Et par chance, ou bien si vous êtes bien sûr doué, alors vous arriverez à corriger les problèmes, vous arriverez à, en quelque sorte, maîtriser l'architecture de l'application. Le problème, il est où encore? C'est qu'une année après, alors vous partez, vous changez d'entreprise, et que l'entreprise va encore recruter une autre personne, un autre ingénieur, on va lui dire, voilà, c'est toi, tu vas maintenir l'application. Alors, au bout de la première, la deuxième, la troisième utilisation, qu'est-ce qu'il devient l'application? L'application devient un cauchemar. Vraiment, pour maintenir une application, on modifie le code source, ça devient un cauchemar. Alors, on va vous embaucher, on va vous dire, voilà l'application, vous y passez 2 jours à étudier. Qu'est-ce que vous allez trouver? Il y a une logique initialement faite dans l'application, par la suite il y a des modifications qui ont été apportées par quelqu'un, et du coup donc vous avez du mal à comprendre les choix, et parfois même vous n'êtes même pas d'accord sur l'ensemble des solutions qui sont faites. Après, parfois au bout du 2e jour, vous démissionnez, vous lui dites, je ne peux pas faire ça. On va vous dire, est-ce que c'est un problème de salaire? Non, non, c'est pas question de salaire, mais si vous voulez que je reste, regardez bien. Si vous voulez que je reste, il faudrait redévelopper cette application. Alors, ça veut dire quoi redévelopper? C'est une application qui est ouverte à la modification. C'est une application qui est difficile à maintenir, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mais généralement, c'est une application qui finit à la poubelle. Alors, ça veut dire quoi, il finit à la poubelle? Parce qu'à un moment donné, vous allez dire, il va falloir redévelopper l'application. Parce que pour la maintenir, ça va vous coûter trop cher. Hein? Maintenir une application, c'est carrément embaucher un ingénieur qui ne fait que ça. Il passe du temps juste à se balader dans les centaines ou bien des milliers de lignes de code source pour pouvoir faire des modifs. Si tout simplement l'application était mal conçue. Et du coup, il faut la redévelopper. Et quand vous dites il faut redévelopper, ça veut dire l'ancienne application, c'est la poubelle. Donc, rappelez-vous de ça. Une application qui est ouverte à la modification, c'est une application qui finit à la poubelle. Alors, maintenant, si vous me dites comment, vous savez comment, n'est-ce pas? C'est pour plein de raisons. Donc, ça veut dire que l'application doit être bien conçue pour qu'elle soit fermée à la modification et ouverte à l'extension. C'est bon? Alors,
Alors, la question maintenant qui se pose pour vous, comment? Comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure au niveau du cours de l'injection des dépendances. C'est ce que je vais vous montrer. Bien, alors ça c'est le critère de ça, les maintenances. Et juste avant de passer au point suivant, je dois juste vous rappeler que dans un budget, dans un projet informatique, parfois la maintenance ça occupe parfois plus de 50% du budget du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour une entreprise, vous leur dites, voilà, je veux que vous me créez une application qui permet de faire ça et ça et ça, etc. Vous leur dites à quel prix? Alors si juste il faut développer que l'application et après c'est terminé, alors il va vous dire le prix X. Mais si vous leur dites avec un contrat de maintenance, c'est-à-dire c'est à eux d'assurer la maintenance par la suite, c'est-à-dire il faut fixer un budget pour la maintenance. Il va vous dire 2 fois X. C'est-à-dire au lieu du prix X, ça va être 2 fois X. Alors maintenant, si vous êtes une entreprise, si vous avez bien conçu l'application, vous allez gagner beaucoup d'argent au niveau de la maintenance, parce que ça devient très simple. Mais si vous l'avez conçu n'importe comment, alors tout ce que vous avez gagné dans le projet, vous allez le perdre au niveau de la maintenance. Alors tout ça, on va l'expliquer tout à l'heure. Alors il y a d'autres critères qui sont liés, bien sûr, aux exigences techniques, c'est la sécurité. Alors ça, c'est un critère technique. La sécurité, on vous dit toujours, l'application doit être sécurisée. Ça veut dire que même si vous avez une application au niveau fonctionnel qui marche bien, au niveau performance très bien, au niveau maintenance facile à maintenir, mais si l'application n'est pas capable de protéger les données manipulées par l'application, s'il ne sécurise pas donc les informations en utilisant les rôles, pas n'importe qui peut faire n'importe quoi, et éliminer les différents types d'attaques au niveau de la sécurité de l'application, alors ça pose problème. Alors la sécurité, c'est un grand problème. Et du coup, donc, si vous voulez sécuriser une application, vous allez voir, normalement, il faudrait avoir beaucoup de connaissances au niveau des architectures logicielles, parce que les différentes attaques de la sécurité, c'est-à-dire les différents types d'attaques qui peuvent parvenir survenir dans les applications sont énormes. Il faut les connaître et après il faut se poser la question, il me faut un spécialiste dans ce domaine et après on va voir si vous voulez vous-même sécuriser votre application, c'est quoi la solution? C'est bon? Alors les applications, vous venez de créer votre première application dans l'architecture J2E, n'est-ce pas? L'application qui permet de chercher des produits, d'ajouter des produits, de faire ça. Alors au niveau fonctionnel, votre application fonctionne bien, mais après vous allez voir, au niveau performance, c'est une catastrophe, parce que vous ne savez pas maintenant, parce que vous n'avez pas encore testé vraiment, vous n'avez pas fait ce qu'on appelle les tests de performance. Vous avez fait les tests fonctionnels, mais vous n'avez pas fait les tests de performance. Au niveau maintenance, c'est une catastrophe encore, parce qu'on n'a pas pris en considération ce travail. Et au niveau sécurité, c'est encore une catastrophe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris en considération le problème de sécurité. Il y a des failles de sécurité dans votre application, vous allez les découvrir. Vous voyez, donc ça veut dire que il n'y a pas que le fonctionnel, il y a encore des problèmes. Alors après, donc, la même chose, il y a d'autres exigences techniques, notamment qui sont liées à la persistance de données. Alors forcément, dans n'importe quelle application, vous aurez besoin d'utiliser des systèmes de gestion de bases de données et généralement, vous aurez besoin de faire du mapping objet relationnel. Vous aurez besoin si les bases de données sont relationnelles, vous utilisez du mapping objet relationnel, mais si vous utilisez des bases de données orientées documents, vous allez faire le mapping objet document. Si vous utilisez des données XML, vous faites le mapping objet XML. Ça veut dire que dans n'importe quelle application, vous aurez besoin d'une partie de l'application qui se charge de l'accès aux données. Alors forcément, dans ce domaine-là, il faut également gérer ce qu'on appelle les transactions. Alors parmi les exigences techniques, la gestion des transactions. Alors je vais vous expliquer tout à l'heure le problème des transactions, parce que c'est très important.
Alors, quand on vous dit qu'une opération doit être transactionnelle, une opération doit être transactionnelle. Ça veut dire qu'il doit se dérouler au sein d'une transaction. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour exécuter une opération dans un système de gestion de base de données, par exemple, vous voulez effectuer une opération, d'accord? Avant d'effectuer chaque opération, soit d'insertion ou bien de modification, ou bien de mise à jour, par exemple, ou bien de suppression, alors vous dites, je vais commencer une transaction. Quand vous dites begin transaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites au système de gestion de base de données, toutes les opérations que je vais exécuter, ce n'est pas la peine de les enregistrer dans les vraies tables. Alors, quand je lance une transaction, begin transaction, je peux exécuter des opérations insert, update, delete, insert, update, delete. Toutes les opérations, généralement, ne sont pas encore réellement exécutées parce qu'elle utilise des fichiers temporaires, elle utilise donc des tables temporaires pour faire ces opérations. Il attend jusqu'à ce que vous validez la transaction. Et à la fin, si vous dites commit, vous validez la transaction, c'est à ce moment-là qu'il va transférer les données vers les vraies tables. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la transaction, généralement, il vous garantit, si vous voulez, tout ça c'est pour garantir la cohérence des données. C'est bon? Alors, donc, en principe, la gestion des transactions, c'est quelque chose qui est souvent utilisé au niveau des applications. On vous dit que les opérations doivent être transactionnelles. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure un petit problème, avec un petit exemple. C'est quoi le problème qui est posé à ce niveau-là? Alors, juste pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est une transaction, c'est comme si parfois vous êtes par exemple dans un examen, n'est-ce pas? Vous avez un exercice à résoudre. Avant de commencer à rédiger sur le prof, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le brouillon, n'est-ce pas? Pourquoi vous utilisez le brouillon? Parce que vous n'êtes pas encore sûr. Hein, vous n'êtes pas encore sûr que ce que vous écrivez est une bonne solution, parce que vous cherchez encore vraiment. Alors, quand vous terminez le brouillon, quand vous êtes sûr que tout est bon, c'est à ce moment-là que vous passez au propre. Et quand vous passez au propre, cette opération s'appelle commit. Ça y est, donc je valide la transaction. Mais si jamais vous trouvez qu'il y a dans votre démarche, c'est pas bon, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le brouillon, vous le jetez. Ça s'appelle rollback. Hein? Annuler la transaction. Rollback. J'annule la transaction et je commence une nouvelle transaction. Alors, la même chose dans les applications, toutes les applications d'entreprise, dans les opérations métiers, les opérations fonctionnelles, généralement, doivent se dérouler au sein d'une transaction. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure un exemple. Alors, d'autres critères d'exigence technique, c'est que dans les applications, on vous dit l'application doit être accessible à travers le web, parce qu'on a besoin de créer une application web, on a besoin de créer une application mobile, on a besoin de créer la version desktop. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre application, il y a une seule couche métier, il y a un seul noyau qui est la couche métier de l'application, mais vous avez plusieurs couches présentation. Il y a la couche web, la couche mobile et la couche, par exemple, desktop avec des interfaces graphiques, bien sûr, utilisant par exemple des interfaces graphiques Swing ou par exemple une application Windows Forms, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces applications? Ils ont en commun la couche métier. Donc, c'est-à-dire, si vous mettez en considération ça, ça veut dire que déjà, vous allez commencer à penser à séparer les différentes couches de l'application. Alors ça, donc, on en a déjà parlé. Ça, c'est une exigence également. Mais il n'y a pas que ça. Donc, l'application doit être parfois accessible via des messages, des SMS. Il existe plusieurs moyens pour accéder à une application. Et ça, il faut le prendre en considération. Etc., etc. C'est pas encore terminé. Vous voyez donc le problème de l'ingénierie logicielle. Les ingénieurs logiciels, généralement, là, vraiment, où ils trouvent le problème, c'est au niveau de la satisfaction des exigences techniques. Parce que c'est énorme. Il y a beaucoup d'exigences techniques qu'il faut satisfaire. Mais encore, vous ajoutez une autre contrainte au projet, c'est les exigences financières. Alors tout ça, on veut bien une application qui, au niveau fonctionnel, qui marche bien, au niveau technique, qui est performante, facile à maintenir, sécurisée, etc., etc. Mais en plus, on vous dit, ça ne doit pas coûter cher. Voilà, ça ne doit pas coûter cher parce que si vous venez
chez une entreprise, vous leur dites, je suis capable de vous développer une application qui respecte ces critères, sauf que pour la développer, il nous faut 3 ans, ou bien 4 ans pour la développer. Ben, on va faire sortir la calculatrice. 3 ans, combien de jours? Chaque jour, c'est combien? Parce qu'en fait, le budget d'un projet, il est calculé en ce qu'on appelle jour-homme. Hein. Alors, si vous prenez par exemple, dans le cas classique, un jour-homme égale 5000 dirhams par exemple, ça signifie quoi? Ça signifie que chaque jour que vous passez dans le projet, ça va coûter à l'entreprise, pour l'entreprise, il va le calculer à 5000 dirhams. Si vous avez 10 ingénieurs qui travaillent sur le même projet, chaque jour passé dans le projet, c'est combien? C'est 10 fois 5000, ça fait combien? 50 000. Donc ça veut dire que la durée de développement des projets, elle est très importante, c'est elle qui fixe généralement le budget. Et bien sûr, en fonction et combien d'ingénieurs qui sont engagés. Alors bien sûr, vous allez me dire 5000 dirhams, ça représente quoi? Dans 5000 dirhams, parce qu'il y a votre salaire, il y a les charges, il y a le bénéfice, il y a plein de choses, tout calcul fait, donc ça coûte cher. Ben, il dit quoi? Donc c'est ça le grand dilemme, si vous voulez. On veut bien une application qui respecte tous ces critères de qualité, mais en même temps, ça ne doit pas coûter cher. Parce que si ça coûte cher, on va vous dire, votre génie, on n'en a rien à faire avec. Même si vous dites que vous êtes capable de faire tout ça, ça ne convient pas. C'est bon? Alors maintenant, c'est quoi la solution? Alors vous voyez, donc j'ai posé un grand problème. Réellement, le problème des architectures d'application au niveau logiciel, c'est bien ça. Alors c'est quoi la solution? Quel est le constat? Quel constat qu'on va faire? Alors le constat que nous allons faire est le suivant. Il est très difficile de développer un système logiciel qui respecte toutes ces exigences sans utiliser l'expérience des autres. Alors c'est écrit en haut, utiliser l'expérience des autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un jeune ingénieur, vous voulez développer une application qui respecte tous ces critères-là. Si vous n'êtes pas capable d'utiliser l'expérience des autres dans ce domaine, c'est impossible. Vous allez vous casser la figure. Il faut utiliser l'expérience des autres. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, ça veut dire quoi, utiliser l'expérience des autres? Oui. Alors, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, maintenant, comment utiliser l'expérience des autres? Alors, utiliser l'expérience, c'est d'abord, c'est bâtir l'application sur une architecture d'entreprise. Alors, c'est la raison pour laquelle on va vous dire, on va utiliser l'architecture J2E, l'architecture .NET. Alors, d'abord, .NET, J2E, c'est des architectures. Alors, quand vous dites, par exemple, l'architecture J2E, ça veut dire que dans l'architecture J2E, il y a un ensemble de frameworks. Il y a le terme framework que nous allons commencer à utiliser. Il y a un ensemble de frameworks qu'il faudrait exploiter dans votre application. Vous voulez régler le problème de sécurité, il faut chercher un framework qui se charge de la sécurité. Vous voulez régler le problème de performance, il faut chercher un framework qui va vous aider à votre application à devenir performante. Ça veut dire que si vous n'utilisez pas des frameworks dans votre application, c'est très compliqué, c'est presque mission impossible pour réussir un projet pareil. Alors maintenant, on est là. Maintenant, on fait un cours sur l'architecture J2E, n'est-ce pas? Dans J2E, on a déjà appris comment créer une application avec Servlet, JSP, MVC, etc. Mais on n'a pas utilisé des frameworks. Mais ce qu'on vient d'apprendre ici, c'est que réellement, si je veux faire la même chose pour l'entreprise, il faut utiliser des frameworks parce qu'il y a le facteur temps, il y a le coût, il y a plein de choses qui vont bien sûr être prises en considération. Alors maintenant, quand vous allez utiliser ces frameworks, quand vous cherchez par exemple dans l'architecture J2E, alors quand vous cherchez au niveau de l'architecture J2E, vous allez voir qu'il y a une panoplie de frameworks que vous allez trouver. Alors vous allez entendre parler de Hibernate, Spring, Struts, GSF, plein de frameworks. Et après, vous allez dire, c'est quoi tous ces frameworks? Quel est le framework que je vais utiliser? Dans quel contexte? Alors maintenant, on va essayer donc de mettre ça dans l'ordre. La première des choses que vous devrez savoir,
parmi les frameworks que vous allez utiliser, il y a le premier framework qui est le plus important. Dans une architecture d'une application, c'est le framework qui permet de faire ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. Alors, c'est quoi l'inversion de contrôle? Le framework qui permet de faire l'inversion de contrôle, c'est quoi son rôle? Alors, on va lire cette phrase et après on va vous l'expliquer. Le rôle du framework qui permet de faire l'inversion de contrôle, c'est de permettre aux développeurs de s'occuper uniquement du code métier de l'application, ça veut dire les exigences fonctionnelles. Alors que c'est le framework qui va se charger de gérer les exigences techniques. Là, il y a ici un point d'inflexion, un virage de la manière de penser des applications. Regardez, je reviens en arrière. Alors, faire le projet, il y a quoi? Il y a les exigences fonctionnelles, il y a les exigences techniques. Alors, si vous utilisez dans votre architecture un framework qui fait l'inversion de contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développeur, il va passer plus le temps, il va se concentrer sur ce qu'on appelle le code métier, c'est-à-dire les exigences fonctionnelles. Mais les exigences techniques, c'est-à-dire le problème de performance qui est un grand problème, le problème de sécurité, les autres problèmes, généralement, c'est des exigences techniques. Il y a déjà des frameworks qui permettent de régler le problème. Alors, il dit quoi donc? C'est le framework qui va vous aider à prendre en charge cette partie. Et si vous êtes dans ce contexte-là, vous pouvez dire que vous pouvez développer une application de grande qualité qui répond aux besoins fonctionnels et aux besoins techniques, mais d'une manière très simple, parce que vous savez utiliser l'expérience des autres. Donc rappelez-vous bien, utiliser l'expérience des autres, ça commence d'abord par utiliser un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle. Vous voulez poser une question? Oui, monsieur, si on s'occupe juste de la partie métier, le framework de l'inversion de contrôle s'occupe de sécurité et performance. Par exemple, on a HTML, par exemple, les inputs. Si on ne les sécurise pas, on peut mettre du code JavaScript ici. Alors, maintenant, bien sûr, donc je vous dis que le framework va s'occuper des exigences techniques, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire. Alors, forcément, quand vous utilisez un framework, il faut savoir intégrer le framework, il faut savoir le configurer, il faut savoir qu'est-ce que le framework va faire et vous, qu'est-ce que vous allez faire. Alors, forcément, il y a une maîtrise technique des frameworks ce n'est pas une baguette magique. Ça y est, donc, framework inversion de contrôle, ça y est, je ferme mes yeux, donc non, c'est pas comme ça. Mais c'est un point, si vous voulez, important. C'est bon? Alors maintenant, dans l'architecture J2E, il y a deux frameworks, généralement, il y a deux solutions qui sont les plus utilisées pour faire l'inversion de contrôle. Il y a deux frameworks, si vous voulez. Il y a d'abord Spring. Spring Framework, c'est un framework qui offre la possibilité de faire l'inversion de contrôle, qui se base sur le principe de l'inversion de contrôle. Ou bien Enterprise Java Beans, ça s'appelle EJB, Enterprise Java Beans. Alors, ça veut dire que dans J2E, il y a deux solutions. Soit vous travaillez avec le framework Spring. Alors l'avantage, c'est que ce qu'on appelle Spring, c'est un conteneur léger. Ça, on va le voir en détail. Ça veut dire qu'avec Spring, on n'est pas obligé d'utiliser un serveur d'application J2E comme JBoss ou WebSphere ou WebLogic ou d'autres serveurs d'application qui sont lourds. Avec Spring, vous utilisez un simple conteneur web comme Tomcat et vous avez un serveur d'application. Autrement dit, donc, nous allons expliquer par la suite, si vous prenez Tomcat avec le framework Spring dans votre application, si vous associez ces deux-là, vous formez ce qu'on appelle un serveur d'application si vous voulez. Mais si vous travaillez avec EJB c'est un conteneur lourd. EJB, pour l'utiliser, il faut avoir un serveur d'application J2E. Ça veut dire qu'il faut avoir des serveurs d'application comme Glassfish, WebSphere, WebLogic, c'est des serveurs d'application qui offrent déjà tout un tas de frameworks qu'il faut utiliser dans votre application. Et parmi les frameworks qui font l'inversion de contrôle, quand on utilise les serveurs d'application J2E, il y a EJB. Alors il se trouve que Spring, c'est la solution la plus utilisée parce qu'il a montré vraiment son efficacité dans les architectures et moins de nouveaux projets qui utilisent EJB. Mais pour vous, bien sûr, il faut connaître les deux. C'est-à-dire,
connaître Spring, EJB, parce que quand vous arrivez vers une entreprise, vous trouverez parfois des projets qui sont basés sur EJB, il y en a d'autres qui sont basés sur Spring. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Vous allez voir que le code que vous écrivez généralement, si vous travaillez avec Spring, c'est pas compliqué, c'est rapidement, vous pouvez utiliser EJB. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils utilisent le principe de l'inversion de contrôle. Et le code que vous écrivez généralement, il est presque similaire. Et du coup, donc, c'est vraiment très simple de maîtriser les deux. Alors, dans notre cas, ce qui nous intéresse cette année, vous allez travailler avec Spring Framework et nous allons voir qu'est-ce qui se cache derrière Spring, parce que Spring, il vous fait l'inversion de contrôle. En plus, si vous voulez faire la sécurité, vous avez Spring Sécurité. Si vous voulez faire le mapping objet relationnel, vous avez Spring Data. Si vous voulez faire la gestion des transactions, vous avez un module Spring pour gérer les transactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le framework Spring, il vous offre, déjà dans les exigences techniques, chaque exigence technique, il y a un module qui va vous permettre de se charger de cette partie-là. C'est pareil EJB. Donc quand vous travaillez avec EJB, avec les serveurs d'application, vous avez d'autres modules que vous devrez utiliser pour gérer les aspects techniques de l'application. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Alors, juste avant de passer à d'autres frameworks, je vais vous donner juste un exemple. Regardez, c'est très intéressant. Pour comprendre le principe de l'inversion de contrôle. Supposons que je veux créer une application qui permet d'effectuer un virement. Un virement d'un compte vers un autre. Je veux effectuer un virement d'un compte vers un autre. Ça veut dire que la fonctionnalité métier, c'est virement. Vous savez que ça ne veut dire pas un virement bancaire. Un virement bancaire, ça veut dire retirer un montant d'un compte et le verser dans un autre compte. N'est-ce pas? Alors, et du coup, donc, dans la couche métier de votre application, vous allez écrire une méthode qui s'appelle virement, avec 3 paramètres. Le code du premier compte, le code du deuxième compte et le montant de l'opération. N'est-ce pas? Alors ça, c'est le besoin métier, c'est la couche métier. Alors logiquement, si vous voulez écrire le code métier de cette fonction virement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler une méthode retirée, une opération retirée, qui permet de retirer le montant MT du compte C1 et de le verser dans le compte C2. Alors ce code-là, c'est ce que nous appelons le code métier, ou bien le code fonctionnel. Parce que c'est ce code qui traduit l'opération de virement. On est bien d'accord? Si vous posez la question à un banquier, vous voulez c'est quoi un virement, il va vous dire c'est retirer un montant et verser le montant, si vous voulez. C'est ça le virement. Mais si vous laissez votre code comme ça, métier tout seul, sans utiliser quel est le risque qu'on peut avoir? Alors, quel est le risque qui peut être posé à ce niveau-là, d'après vous? Si le sol est insuffisant, alors ça, à la rigueur, la méthode retirée, il ne peut pas, quand l'opération n'est pas possible, il vous génère une exception comme quoi le sol est insuffisant. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans l'opération elle-même. Imaginez que je lance le virement. Et votre application, il va retirer l'argent du compte. C'est une opération. Il vient de retirer l'argent du compte. Et au moment du versement, quand il va le verser vers un autre compte, il y a un problème. Il y a un problème technique, il y a une coupure de courant. on va toujours vers le pire des cas, n'est-ce pas? Il y a une coupure de courant, il n'y a pas d'onduleur, c'est-à-dire votre application s'arrête. Alors c'est quoi ça? C'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que vous venez de retirer l'argent d'un compte, mais que vous n'avez pas versé. Est-ce que vous avez effectué le virement? Non. Et surtout quand il s'agit de l'argent, c'est catastrophique. Alors, donc ce qui fait dans une application, on ne peut pas, dans une application réellement d'entreprise, on ne peut pas se permettre de laisser, quand je veux effectuer une opération, il faut s'assurer que toutes les étapes de l'opération soient exécutées ou non. Ben, il dit que donc vous allez utiliser ici les transactions, n'est-ce pas? Exactement, vous allez utiliser donc un gestionnaire de transactions qui permet de gérer ce problème, n'est-ce pas? Et du coup, vous avez ici le code métier que vous venez de voir là, mais si vous voulez que ça fonctionne dans d'une manière sécurisée, pour garantir que l'opération se déroule comme il faut, quelle que soit la situation, il faut ajouter le code qui permet de gérer la transaction.
Alors maintenant, si vous voulez écrire vous-même le code qui permet de gérer les transactions, vous allez écrire des codes comme ça. Nous allons voir si vous travaillez avec, dans le cas de ce qu'on appelle la spécification GPA, il y a un cours qu'on va faire pour faire le mapping objet relationnel. Pour gérer les transactions, vous allez juste admettre ce code pour le moment, c'est très simple. Il faut d'abord créer une transaction. On va utiliser un entity manager.getTransaction, créer une transaction. Ensuite, vous allez démarrer la transaction en utilisant transaction.begin. Alors, quand vous dites begin, c'est que vous avez démarré une transaction. C'est comme vous êtes en train de dire au système de gestion de base de données, attention, toutes les opérations que je vais effectuer maintenant, ce n'est pas la peine de les prendre en considération. Tu dois attendre que soit que je commit ou bien je fais un rollback de l'opération. Et après, donc begin, je commence la transaction, je fais un try, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de retirer l'argent. Si ça passe, je passe pour verser. S'il n'y a pas de problème, qu'est-ce que je fais? Regarde, transaction.commit. Je valide la transaction. Mais s'il y a un problème dans l'une des opérations, il y a un catch. Parce qu'il y a une exception qui va être générée. Et quand il y a une exception, qu'est-ce que je fais? Je vais annuler la transaction. Mais regardez bien ce code que vous voyez là. Alors ici, c'est ce que nous appelons le code métier. Regardez le code métier, il n'y a que deux lignes de code, c'est très simple. Mais l'autre code qui est relatif à la gestion des transactions, c'est ce que nous appelons le code technique. Parce que ce n'est pas du métier. Ça veut dire que le code technique que vous utilisez avec les transactions, c'est le même code que vous allez utiliser quel que soit le type d'application et quelle que soit l'opération que vous voulez exécuter. Ça veut dire que dans toutes les opérations, dans toutes les méthodes de votre projet, au début de votre méthode, vous allez écrire ce code pour démarrer la transaction et à la fin, vous faites soit commit, soit rollback. Ben, il dit que dans chaque fonction de votre application, c'est du copier-coller que vous allez faire. Donc ça, c'est un code technique, n'est-ce pas? Code métier, code technique. Mais regardez bien, ici, quand est-ce que vous faites ça? Uniquement quand vous n'utilisez pas le principe de l'inversion de contrôle. C'est-à-dire, ici, vous êtes en train d'écrire des codes, vous-même, vous apprenez les techniques qu'il faut utiliser pour résoudre le problème, pour gérer les transactions. N'est-ce pas? Alors ça, si vous n'utilisez pas ni Spring ni JV, alors votre code, il devient ça. Mais si vous utilisez Spring par exemple dans votre application, voilà ce que vous allez écrire, regardez. Vous allez écrire la méthode virement, retirer, verser. Mais regardez, vous ajoutez ici une annotation. Transactional. Ça veut dire que vous dites que cette méthode-là, elle est transactionnelle. Ça veut dire quoi? Avec l'annotation transactionnelle, c'est une annotation de Spring. C'est Spring qui vous offre avec l'annotation. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes en train de dire à Spring, comme si Spring qui prend le contrôle de l'application. D'accord? Parce que Spring qui fait l'inversion de contrôle. Ça veut dire que derrière votre application, il y a Spring d'abord qui démarre. Vous dites à Spring, à chaque fois que je vais appeler la méthode virement, à chaque fois que vous appelez la méthode virement, qu'est-ce qu'il va faire Spring? Il y a Spring qui va faire d'abord un travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Spring va créer une transaction. Il va faire begin. Il va faire try. Il va appeler votre méthode. Si votre méthode génère une exception, Spring il va faire rollback. S'il ne génère pas d'exception, il fait commit. Mais regardez intelligemment votre code. Au lieu d'écrire maintenant ce code technique par vous-même, c'est le framework qui va s'en occuper. Il dit que donc, qu'est-ce que Spring m'a permis de faire? Il m'a permis de quoi? D'écrire que le code métier, alors que le framework, lui, il va s'occuper des codes techniques. Et dans ce cas-là, le code technique, il y a ici uniquement les transactions, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous trouvez quelqu'un en train d'écrire ce code-là, vous lui dites tout simplement, mais tu ne sais pas qu'il y a le principe de l'inversion de contrôle. Il y a des frameworks qui font l'inversion de contrôle qui peuvent se charger de ce code. Ça veut dire que vous êtes mal parti.
il y a un risque ici, parce que même ce code technique, si vous l'écrivez, si vous ne savez pas l'écrire comme il faut, vous risquez de générer d'autres problèmes. Alors d'ailleurs, c'est le cas ici, parce que ça, je vous facilite un peu la lecture du code, mais c'est réellement, si vous voulez gérer les transactions comme il faut, il faudrait encore ajouter beaucoup de code. Mais imaginez dans votre méthode, vous voulez encore gérer la sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire? Au début de chaque méthode, vous allez encore faire des tests. Si le rôle de l'application est admin, je fais ça. Sinon, je fais pas ça. Donc ça veut dire que vous ajoutez dans la même méthode, vous ajoutez encore de code relatif à la sécurité. Vous voulez gérer le problème de performance. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il faut voir l'état de la mémoire. Est-ce que la mémoire est disponible? Je fais ça, sinon, etc. Ben, il dit que donc, qu'est-ce que vous allez retrouver? Au lieu d'écrire 2 lignes de code dans la méthode, vous allez vous retrouver en train d'écrire des centaines de lignes de code. Dans ces centaines, il n'y a que 2 lignes de code qui représentent le métier, mais tout le reste, c'est ce qu'on appelle le code technique. Alors maintenant, si vous avez l'intelligence d'utiliser la version de contrôle, c'est de dire tout simplement, moi, je vais m'occuper que du code métier, alors que le framework, il va se charger des codes techniques, grâce à ce fonctionnement. Alors ici, donc, vous voyez, donc, transaction, c'est une annotation, mais si je veux gérer la sécurité, vous allez voir dans Spring encore, vous avez l'annotation security. Alors, secure, par exemple, rôle égale admin, ça y est, c'est réglé. Automatiquement, Spring, il sait que pour faire appel à cette opération, l'utilisateur authentifié doit avoir le rôle admin ou bien employé ou je ne sais pas quoi. C'est bon? Alors, je dois juste vous dire que le fait qu'on en est arrivé là, parce que on utilise à ce niveau-là un type de programmation, l'approche de programmation qui s'appelle l'orienté aspect. La programmation orientée aspect, c'est un concept, c'est grâce à la programmation orientée aspect qu'on est capable de séparer le code métier et le code technique. Maintenant, dans cette application, avant l'inversion de contrôle, avant la programmation orientée aspect, c'est ce qu'on faisait. Pour développer des applications, il faut mélanger le code métier et le code technique. Mais grâce à la programmation orientée aspect, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va dire le code métier, bon, je vais l'écrire, mais le code technique, je ne vais pas l'écrire maintenant parce que c'est des codes qui vont être ajoutés par la suite via des aspects, soit des annotations, soit carrément je développe des aspects qui vont s'occuper des codes techniques. C'est clair? Alors quand vous travaillez comme ça, quand vous mélangez le code métier et le code technique, moi c'est ce que j'appelle, personnellement, c'est ce que j'appelle, c'est de la programmation orientée pollution. Alors on dit également que le code métier, il est pollué par le code technique. C'est ça. C'est pollué. Le code métier, il est pollué par le code technique. Quand je lis le code, en réalité, moi, le plus important, c'est le code métier, mais tout ça, il est pollué, je ne me retrouve plus. Alors donc, si vous voulez faire du bon travail, alors maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'inversion de contrôle, qui va vous faciliter de développer l'application, aller plus rapidement vers l'essentiel. Alors, sans oublier juste que je viens de vous montrer une méthode. Une méthode dans laquelle je vais ajouter des codes techniques, comme ça. Mais dans votre projet, il y a des centaines de méthodes. Qu'est-ce que vous allez faire si vous travaillez comme ça? C'est des copier-coller. C'est vraiment des copier-coller. Et du coup, donc, quand vous faites des copier-coller, déjà au niveau de la maintenance, c'est catastrophique. Si juste vous voulez faire une modification, vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur au niveau de la gestion des transactions, vous allez encore reprendre dans tout le code. C'est catastrophique. Pire encore, dans tous les projets, le même code que vous écrivez dans votre premier projet, c'est le même code que vous allez écrire dans le deuxième projet, dans le troisième projet. N'est-ce pas? Alors c'est pour cela qu'on dit que le code technique, c'est un code transversal. Qu'est-ce que c'est transversal? C'est-à-dire, c'est le même code que vous allez retrouver dans toutes les parties des applications, dans tous les projets. Bon, c'est tout simplement des aspects. C'est bon? Alors maintenant, si je reviens à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, on peut maintenant comprendre cette phrase. C'est quoi l'inversion de contrôle? C'est permettre aux développeurs de s'occuper uniquement du code
métier, alors que le framework va s'occuper des exigences techniques. C'est bon? Alors maintenant, en plus de ça, c'est au niveau du métier. Donc il faut donc gérer il faut utiliser le principe de l'inversion de contrôle. Mais en plus de la couche métier, bien sûr, il y a les autres couches. Il y a la couche web, il y a la couche d'accès aux données. Il y a d'autres couches qui vont s'ajouter dans votre application. Et du coup, donc, dans chaque couche, vous aurez besoin d'utiliser un framework. Par exemple, pour le mapping objet relationnel, hein, pour tout ce qui est le mapping objet relationnel, on a déjà vu la dernière fois, il faut écrire beaucoup de code pour faire le mapping objet relationnel, mais en réalité, il y a des frameworks qui font ça. Alors, dans J2E, il y a une spécification qui s'appelle GPA, Java Persistence API, avec des implémentations, parce qu'on va voir par la suite dans J2E, il y a ce qu'on appelle une spécification, après il y a plusieurs implémentations de la même spécification. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs frameworks de mapping objet relationnel. On peut citer par exemple Hibernate, c'est un framework qui fait le mapping objet relationnel. Il y a TopLink, il y a Evadis, Eclipse Link, il y a d'autres frameworks qui font le mapping objet relationnel. Alors dans notre cas, nous allons utiliser Hibernate, c'est le plus généralement répandu, c'est le plus utilisé. Alors dans la couche web, la même chose. Pour ne pas écrire des servlets, des JSP, sachez qu'il y a des frameworks qui encore vont faciliter le travail pour faire les choses d'une manière performante. Alors on peut citer par exemple les frameworks Struts, GSF, Spring MVC, c'est des frameworks qui sont utilisés pour la couche web. Alors dans notre cas, nous allons utiliser Spring MVC, du moment qu'on va travailler avec Spring, donc on va utiliser Spring MVC pour voir comment développer une application basée sur Spring MVC. Et si vous étudiez généralement, vous étudiez un framework, c'est très simple d'utiliser les autres. Alors maintenant, c'est juste question de comprendre le principe. Alors autre chose, c'est que dans les applications, on a déjà parlé donc de, quand vous dites la couche métier de l'application, alors dans les applications d'entreprise, la couche métier elle-même, elle est parfois distribuée. Ça veut dire que les différentes fonctionnalités de l'application ne se trouvent pas dans la même machine, elles sont distribuées. Ben, il dit quoi, donc vous avez une partie de la couche métier dans une machine, une partie dans une autre machine. Alors maintenant, comment des objets qui se trouvent dans différentes machines peuvent communiquer? Alors ici, donc, vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle les middleware. Alors middleware, c'est si vous voulez, c'est des couches logicielles qui permettent de faciliter la communication entre les objets distribués. Alors parmi ces middleware, on peut citer par exemple RMI et Corba, qui sont utilisés pour créer des applications réparties, ou bien des applications distribuées, d'une manière générale. Alors je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais juste il faut dire que RMI, il est utilisé, c'est pour créer des applications orientées objets distribués Java. Ça veut dire qu'avec RMI, Remote Method Invocation, c'est qu'avec RMI, un objet Java qui se trouve dans une machine peut communiquer avec un objet Java qui se trouve dans une autre machine. C'est uniquement Java. Des applications distribuées Java. RMI, c'est une bonne solution. Mais si vous avez des applications hétérogènes, par exemple, vous avez un objet que vous écrivez avec PHP, un objet avec C++, un autre objet avec d'autres langages, COBOL, je ne sais pas quoi, avec Java, etc. Alors dans ce cas-là, à l'époque, il y a un ancien middleware qui s'appelle Corba. Alors Corba, si vous voulez, il permet également de créer des applications distribuées, sauf qu'avec Corba, si vous voulez, c'est pour créer des applications distribuées hétérogènes. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs applications développées avec plusieurs langages, avec plusieurs technologies, on peut les faire communiquer. Mais Corba, si vous voulez, c'est un ancien middleware. Après, depuis des années, il y a des solutions qui sont plus simples, avec lesquelles on peut créer des applications distribuées hétérogènes. C'est ce que nous appelons les web services. Alors les web services également, c'est des solutions qui sont utilisées pour créer des applications réparties ou bien distribuées. Alors, quand vous allez étudier les web services, vous allez voir qu'il y a deux catégories de web services. Il y a les web services basés sur le protocole SOAP, qui utilise la spécification JAX-WS, et les web services basés sur le protocole REST, qui est basé sur la spécification JAX-RS. Je ne vais pas rentrer pour le moment dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif pour le moment de traiter cette partie, mais sachez que si vous voulez créer des applications distribuées hétérogènes, il y a ce qu'on appelle les web services.
Alors tout ça, on aura l'occasion de le détailler. Et après, pour faire la communication asynchrone entre les applications, parce que dans les objets distribués, il y a ce qu'on appelle la communication synchrone et la communication asynchrone. Alors pour utiliser des middleware qui permettent à vos applications de communiquer d'une manière asynchrone, il y a d'autres middleware comme GMS, Java Message Service et les protocoles AMQP qui peuvent être utilisés pour créer des applications distribuées mais avec une communication asynchrone. Alors juste entre parenthèses, j'utilise toujours un exemple pour expliquer aux étudiants c'est quoi la différence entre synchrone et asynchrone. Si vous prenez par exemple vos cas des êtres humains, téléphone, quand vous prenez votre téléphone, vous voulez communiquer avec quelqu'un. Alors quand vous prenez le téléphone, quand vous appelez la personne, vous êtes en train de faire la communication synchrone. Synchrone, ça veut dire quoi? Déjà, si la personne n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. Et quand il vous répond, vous lui posez la question, vous attendez la réponse. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas reçu la réponse, vous êtes bloqué. Vous attendez jusqu'à ce qu'il vous donne la réponse pour passer à autre chose. Donc avec la communication synchrone, le consommateur, celui qui demande le service à l'autre objet, il y a une dépendance. C'est-à-dire si l'objet tarde, s'il prend du temps, moi je suis bloqué. Et ça, c'est pas bien. Au niveau qualité de service, la communication synchrone, c'est pas bien. Mais dans la communication asynchrone, les SMS, c'est un bon exemple. Alors si vous voulez communiquer avec quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez votre SMS. Vous lui envoyez un SMS. Et quand vous envoyez un message comme sous forme de SMS, en fait, votre SMS, il va où? Il est envoyé vers le provider, vers l'opérateur télécom. Et après, si le destinataire est connecté, c'est-à-dire si son téléphone il est sous tension, s'il est en réseau, le provider, il va lui fournir le message. Mais s'il n'est pas disponible, qu'est-ce qui se passe? C'est que le message il n'est pas perdu, il reste chez le provider dans une file d'attente. Dès que le récepteur met en marche son téléphone, automatiquement il reçoit le message. Ça veut dire, et ça c'est quoi ça? C'est de la communication asynchrone. L'avantage c'est quoi? C'est que moi je ne suis pas bloqué. J'envoie SMS et je fais autre chose. En attendant, dès qu'il y aura une réponse, je vais recevoir moi-même un message. Et du coup, alors maintenant, sachez que dans les applications distribuées, si vous voulez faire communiquer des objets distribués à travers un middleware asynchrone, il y a des solutions GMS, AMQP et d'autres protocoles qui sont faits pour ça. Alors ça, je ne vais pas dire encore d'autres détails parce que chaque partie de ça, c'est un cours. Comme quoi, il y a tellement beaucoup de choses à ce niveau-là. Chaque partie, c'est un cours qu'il faut développer. Alors bien sûr, nous, on n'a pas besoin de nous perdre dans tout ça. C'est bien d'avoir des concepts parce que ça va vous aider dans les entretiens d'embauche. Parce que quand vous allez faire l'entretien d'embauche généralement, souvent vous êtes c'est plus des discussions dans ce sens. Il faut savoir, il faut comprendre chaque chose, à quoi ça va servir. Et ça va vous... Mais maintenant, le problème, c'est que tout ça, si vous faites un entretien d'embauche, on vous pose des questions partout, vous allez répondre, on va vous dire, vous êtes intéressant, c'est bien, vous savez déjà ce que c'est l'inversion de contrôle, vous savez ce que c'est le mapping objet relationnel, vous savez, apparemment, vous savez tout. Mais le problème, c'est où? Vous ne savez pas comment le faire. C'est-à-dire, on va vous embaucher, on va vous dire, allez-y, vous êtes plus sérieux. Oui, ça c'est bien. Mais maintenant, il faut savoir. Donc, tout ça, donc il nous faut maintenant voir comment créer une application fermée à la modification vers Alexandre. Comment utiliser les frameworks, comment. Et donc, c'est les cours que nous allons faire après. Est-ce que déjà c'est le temps de la pause? Ah, d'accord. Voilà, donc après la pause, on va continuer. Justement, après la pause, donc, je vais vous parler d'un exemple d'architecture d'une application. Et par la suite, nous allons passer à la partie comment créer une application fermée à la modification ouverte à l'extension et comment faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances et comment y comprendre par la suite ce que c'est l'inversion de contrôle. C'est bon? Allez-y. Donc, à tout à l'heure.